Donc, je reprends. Donc, empreinte parentale. Donc, c'est un phénomène qui est physiologique et concerne quelques dizaines de gènes seulement qui conduit, dans les conditions normales, à l'expression d'une seule des deux copies parentales de chacun de ces gènes. Ça veut dire un gène d'origine paternelle, le deuxième gène d'origine maternelle, et l'un des deux va être s'exprimer. Donc, soit la copie maternelle, soit la copie paternelle, selon le gène considéré. Les gènes soumis à l'empreinte parentale jouent un rôle dans la croissance fœtale, également la croissance postnatale, donc après la naissance et au cours de la vie fœtale. Donc, l'empreinte parentale, donc, il s'agit de l'expression de ces gènes dépend de l'origine parentale du gène. L'empreinte parentale qui en soi n'est pas pathogène, quand elle existe sur un gène, peut entraîner, lorsqu'il y a une mutation de ce gène, des conséquences qui sont liées au fait que ce gène est sous empreinte parentale. Donc, une empreinte parentale peut être à l'origine de maladies, dans deux cas, soit par perte de l'expression de l'allèle actif, normalement actif et devient inactif, donc la perte de l'expression de ce gène actif, ou par expression anormale de l'allèle ou du gène normalement silencieux. Donc un gène inactif, il devient actif. Donc, l'empreinte parentale, donc on va prendre donc deux exemples. Donc, ce phénomène est très décrit dans deux maladies. On a le premier syndrome, qui est le syndrome de Prader-Willi, qui donne une hypotonie, ça veut dire diminution du tonus musculaire, retard mental modéré, obésité et hypogénitalisme, ça veut dire diminution de développement des organes génitaux, hypogénitalisme. Le syndrome, donc ça c'est concernant donc le premier syndrome ou le premier exemple de maladie. La deuxième maladie, c'est le syndrome d'Angelman. Toujours donc un retard mental sévère, par contre, épilepsie, c'est-à-dire des convulsions, ataxie, troubles de comportement. Ces maladies pourtant différentes sur le plan clinique sont tous deux dues à la délétion de la même région du chromosome 15, qui selon qu'elle était héritée par le père ou par la mère, donne lieu à l'une ou l'autre maladie et donc à des phénotypes différents. Et tout ça donc parce qu'il y a une empreinte parentale. Je vais expliquer. Donc, pour les gènes impliqués dans le Prader-Willi, sont des gènes qui sont actifs uniquement sur la copie paternelle. Ça veut dire donc si on trouve donc, dans ce gène responsable de la maladie qui est situé sur donc, la copie paternelle, il est d'origine paternelle, donc, qui va donner donc, un syndrome de Prader-Willi. Par contre, c'est le gène qui est muté, qui est responsable de la maladie et localisé et d'origine maternelle, donc, va donner un syndrome d'Angelman. Donc, ceux impliqués dans l'Angelman sont actifs uniquement sur la copie maternelle. Troisièmement, on va passer donc à la dysomie uniparentale. Donc, toujours dans l'hérédité non conventionnelle, la dysomie non parentale se produit quand les deux chromosomes d'une même paire sont hérités d'un seul parent. Ça veut dire les deux chromosomes, quel que soit donc le chromosome, on retrouve deux chromosomes qui proviennent du même parent. Soit les deux chromosomes proviennent du père ou de la mère. Il est très rare et supposé être lié à la trisomie de sauvetage. Ça veut dire donc on retrouve trois chromosomes, donc les mêmes chromosomes en trois copies. Et après, donc, il va y avoir donc disparition ou
la perte du chromosome donc, du père ou de la mère, est-ce qu'il va rester donc les deux chromosomes soit du père, soit de la mère, donc la même origine. Le zygote donc a débuté comme une trisomie en ayant 3 copies d'un chromosome particulier au lieu de 2. Et un des 3 donc, a été perdu. Un processus qui provoque une dysomie uniparentale lorsque les 2 chromosomes restants proviennent du même parent. Donc, en résumé, la dysomie uniparentale donc, veut dire que les 2 chromosomes, à l'état normal, normalement, un chromosome provient du père et l'autre, le deuxième chromosome homologue, provient de la mère, dans le cas normal. Dans la dysomie uniparentale, les 2 chromosomes proviennent donc du même parent, soit du père, soit de la mère. La dysomie uniparentale peut causer des modes de transmission et des phénotypes anormaux. Par exemple, s'il existe des duplications des mêmes chromosomes, ça va donner ce qu'on appelle l'isodysomie. Donc, un même chromosome qui va donc va donner donc une copie du même chromosome, qui va donner donc 2 chromosomes qui sont de la même origine, soit parentale, soit paternelle ou maternelle. Et l'allèle muté d'un trouble autosomique récessif, les sujets atteints peuvent présenter un trouble autosomique récessif bien qu'un seul parent soit porteur. Je vais expliquer ça. Donc, par exemple, on a 2 parents, donc une maladie héréditaire, autosomique, ça veut dire portée par les autosomes, les chromosomes somatiques, et c'est une maladie qui est récessive. Ça veut dire l'expression de la maladie nécessite la présence de 2 gènes pour l'apparition d'un phénotype malade. Si un parent sain, hétérozygote pour cette maladie, ça veut dire qu'il présente un gène récessif et l'autre gène qui est dominant, qui est normal. Se marier avec une femme qui est normale, qui est non porteuse de la maladie, et dans la descendance, on va trouver un sujet ou un enfant malade. Ça veut dire donc ici, on pense qu'il y a donc une dysomie uniparentale. Ça s'explique par donc, que le même allèle muté, donc, il est récessif, mais par dysomie uniparentale. Donc, ce gène, il va donc se présenter en 2 exemplaires, soit donc d'origine parentale, paternelle ou maternelle. Et la présence de ces 2 gènes récessifs va provoquer la présence, donc l'apparition de la maladie dans la descendance. Donc ça concernant la dysomie. Maintenant, on va passer au mosaïcisme. Ça veut dire donc mosaïque des gènes. La mosaïque des gènes, donc, elle se produit au mosaïcisme, donc se produit quand un sujet issu d'un seul œuf fécondé donc, développe 2 ou plus de lignées cellulaires différentes sur un plan génétique. Ça veut dire donc le contenu génétique est différent d'une cellule à l'autre. Donc on retrouve 2 populations cellulaires ou plus qui renferment donc un patrimoine génétique qui est différent. Le mosaïcisme donc, il est une conséquence normale de l'inactivation du chromosome X chez la femme, et chez la plupart des femmes, certaines cellules ont un X maternel inactif et d'autres cellules ont un X paternel inactif. Donc l'inactivation de l'X, elle est aléatoire dans la cellule. Donc chez la femme, on a 2 X, un X d'origine paternelle, l'autre est d'origine maternelle. Et à l'état normal, il va y avoir une inactivation de l'X qui se fait d'une façon aléatoire. Ces mutations sont susceptibles de survenir pendant des divisions cellulaires dans n'importe
quel organisme multicellulaire. Chaque fois qu'une cellule se divise, 4 ou 5 modifications sont susceptibles de se produire dans l'ADN. Ces modifications pouvant être transmises aux cellules produites par la suite. Les grands organismes multicellulaires ont des sous-clones de cellules de génotypes un peu différents. C'est-à-dire qu'on va retrouver des cellules, une population cellulaire qui présente le même phénotype. Par contre, dans une autre population, on retrouve un génotype qui est différent, ce qu'on appelle donc le mosaïsme. Donc, chez le même individu, on va retrouver deux ou plusieurs lignées cellulaires différentes sur le plan génétique. Troisième, donc maintenant, on va passer au cinquièmement, toujours dans l'hérédité non conventionnelle, et on va terminer par les maladies multifactorielles. Les maladies multifactorielles, ce sont des maladies qui nécessitent la présence ou leur expression donc, est le résultat de plusieurs facteurs génétiques, c'est-à-dire plusieurs gènes, et également simultanément la présence de facteurs de l'environnement. Ces maladies donc restées mal comprises du point de vue génétique sont dites multifactorielles, récidivant souvent à l'intérieur d'une même famille, c'est-à-dire dans la même famille, on va retrouver cette maladie avec une fréquence plus élevée par rapport donc au reste de la population. Et bien que ne suivant pas aucun modèle particulier de transmission mendélienne, c'est-à-dire n'obéit pas aux lois de Mendel, leur récurrence dans la même famille suggère un rôle joué par des facteurs génétiques mais aussi par des facteurs non génétiques appartenant à l'environnement. Donc, on a deux facteurs, plusieurs facteurs donc, génétiques et simultanément la présence de facteurs de l'environnement. Les facteurs de l'environnement, on a par exemple l'alimentation, l'activité physique et le stress, tabagisme, etc. Donc, on a plusieurs facteurs de l'environnement qui jouent un rôle dans l'apparition de ces maladies multifactorielles. Par exemple, ici, on a le diabète et les maladies cardiovasculaires sont plus fréquentes dans certaines familles que dans d'autres familles. Ces maladies sont influencées par l'environnement, tels que donc, les facteurs de l'environnement, l'absence de l'activité physique, l'alimentation hypercalorique, riche en glucides et en graisses, le cadre de vie générateur de stress. Donc, on a pris donc deux exemples, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Les maladies multifactorielles, donc, on va donc calculer ce qu'on appelle le risque de récurrence, c'est-à-dire le risque de maladie, de ces maladies dans la population. Bien que difficile à analyser sur le plan génétique, donc l'intérêt de l'étude de ces maladies permet l'estimation de risque de survenue chez une personne de la même famille et de savoir quel conseil génétique obtenir. Le risque de récurrence est estimé de façon empirique par observation de la maladie dans la population générale, sans observation dans les familles semblables et parallèlement au degré de parenté. Plus de personnes sont proches, plus proportion des gènes en commun est grande. Donc, ça veut dire donc le calcul du risque donc, des maladies multifactorielles, il est estimé. Il n'est pas calculé donc comme dans les maladies monofactorielles. Dans les maladies multifactorielles, on a plusieurs facteurs. Donc, on va estimer ce risque de façon empirique. Ça veut dire à partir de l'observation de la maladie dans la population générale et son observation dans les familles semblables. Ça veut dire dans les familles qui présentent les mêmes gènes et les mêmes facteurs de risque. Donc, le risque de récurrence augmente. Donc, comment donc ce risque il augmente? Il augmente avec le degré de parenté, plus les sujets donc, qui présentent la maladie sont proches, plus que le risque il est élevé. Donc, par exemple, un père malade, l'enfant il présente un risque plus élevé que, par exemple, c'est un grand-père malade. Donc, plus les sujets sont proches,
le lien de parenté il est proche, plus le degré de parent, plus donc le risque il est élevé. Lorsqu'il existe plus d'un sujet atteint dans la même famille, donc si on a donc un sujet, deux sujets de plus, donc ça veut dire le risque il est plus élevé. Donc un sujet au plus, donc le risque il augmente. Avec la sévérité de la maladie, c'est c'est le propositus présente, ça veut dire c'est le malade présente un bec de lièvre, une maladie, une malformation des lèvres, avec fente parenchyme également, donc c'est une malformation au niveau de la cavité buccale. Le risque il est plus élevé, plus grand que lorsqu'il s'agit de bec de lièvre simple. Ça veut dire donc si on a donc bec de lièvre compliqué avec fente palatine, c'est une forme plus grave de la maladie, le risque il sera plus élevé chez les individus que dans donc c'est un sujet présente bec de lièvre simple, non compliqué. Lorsque la personne atteinte est de sexe le moins fréquemment atteinte, ça veut dire donc c'est la sténose du pylore atteint plus souvent des sujets de sexe masculin. Normalement, donc dans la population générale, la sténose du pylore, c'est quoi? Donc c'est un rétrécissement au niveau du pylore. Rétrécissement au niveau du pylore. Donc, cette maladie, elle est plus fréquente chez donc, le sexe masculin. Le risque de récurrence est beaucoup plus élevé lorsque le malade ou le propositus est de sexe féminin. Si on retrouve cette maladie chez une femme, donc les descendants de cette femme ont un risque plus élevé par rapport donc à une autre famille dont le père qui est malade. Donc plus donc lorsque la personne atteinte est du sexe le moins fréquemment atteinte. Donc si on a donc dans la sténose du pylore par exemple qui touche plus fréquemment le sexe masculin, c'est une maladie qui touche donc plus les hommes que les femmes. Si une femme qui est atteinte de la maladie, ça veut dire donc que les descendants de cette femme ont un risque plus élevé par rapport donc à la population. Et en cas de consanguinité, en cas de consanguinité, ça veut dire donc si on a donc des mariages consanguins dans la même famille, donc des mariages dans la même famille, le risque il augmente considérablement. Donc voici donc le degré de parenté en rapport avec le propositus et les proportions des gènes en commun. Un jumeau monozygote, ils ont donc 100% de gènes en commun. Un parent de premier degré, ça veut dire le père ou la mère, donc on a 50% donc, de gènes en commun. Donc les enfants ont 50% de gènes en commun avec le père et la mère. Les parents de deuxième degré, les grands-parents, les oncles, les tantes, demi-frères, demi-sœurs, neveux, nièces, petits-enfants. Donc, la proportion des gènes en commun, elle est de 25%, ça veut dire un quart. Et ainsi de suite. Donc, les parents de troisième degré, arrière-grands-parents, arrière-petits-enfants, les cousins germains, en commun, donc 12,5% de proportion de gènes en commun. Donc, ça concernant donc, le premier cours. Maintenant, on va passer donc au deuxième cours. Le deuxième cours, donc, on va porter sur la génétique des cancers. La génétique du cancer, on va étudier donc les gènes qui sont responsables de l'apparition des cancers. Et également, on va prendre quelques exemples de cancers. Premièrement, donc, la définition d'un cancer, c'est quoi? Donc, c'est une tumeur maligne. Une tumeur maligne est caractérisée par la présence de cellules malignes qui se divisent d'une façon anarchique et d'une façon donc, non contrôlée. Les tumeurs malignes au cancer résultent d'une croissance illimitée autonome d'un clone cellulaire anormal. Ça veut dire une population cellulaire qui se divise d'une façon anormale au niveau d'un organisme. Cette prolifération cellulaire aboutit à la formation d'une masse tumorale
ou néoplasie maligne. Le cancer, donc, celle-ci détruit le tissu normal, bien sûr. Donc, cette masse tumorale, elle détruit le tissu normal, envahit les tissus environnants, c'est-à-dire le tissu normal qui l'entoure. Peut donner des métastases. C'est quoi des métastases? Ce sont des tumeurs secondaires. Métastases osseuses, métastases hépatiques, cérébrales. D'accord? Donc, ces métastases, donc, ce sont des tumeurs secondaires. Ça veut dire à partir de la tumeur primitive. Donc, il va y avoir développement. Il va y avoir développement de métastases ou de tumeurs secondaires. Au niveau, on a des métastases osseuses, des métastases cérébrales, métastases hépatiques. D'accord? En absence de traitement, le cancer finit par provoquer la mort du patient. Donc, les cancers, à la fin, donc, vont donc, entraîner la mort du patient. Donc, la majorité des facteurs étiologiques, donc on a plusieurs facteurs étiologiques, la radiation ionisante, les rayons ultraviolets, substances chimiques qui sont des facteurs donc, provoquant ou favorisant les cancers, agissant en provoquant une mutation dans l'ADN des cellules et ce qui se transforme en cellules malignes. Donc, enfin, certaines familles sont particulièrement prédisposées à certaines formes de cancer. Donc, dans certaines familles, on retrouve donc une fréquence de cancer qui est plus élevée par rapport à la population générale. Donc, ça veut dire qu'il y a une prédisposition des gènes au niveau de cette famille qui sont responsables de l'apparition de ces cancers. Surtout le cancer colique, le cancer du sein. On reconnaît actuellement donc une origine génétique pour la majorité des cancers. Pour certains cancers, des mécanismes moléculaires intimes ont été décryptés. C'est-à-dire qu'on a bien déterminé des gènes qui sont responsables de ces cancers. Ces mécanismes ne sont pas identiques pour tous les tumeurs. Pour toutes les tumeurs, donc on va retrouver donc pour chaque type de tumeur donc des gènes qui sont spécifiques ou qui sont responsables de ces tumeurs. Donc, dans la génétique du cancer, on va parler de deux gènes, les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs. Ce sont deux gènes qui ont deux rôles qui sont opposés. Les deux types de gènes ont des effets opposés au cours de la carcinogène, au cours de la genèse du cancer. Les oncogènes facilitent la transformation maligne, tandis que les gènes suppresseurs de tumeurs empêchent le développement de la tumeur. Au cours de la vie de l'individu, les cellules sont continuellement exposées à un environnement hostile, ça veut dire un environnement qui va entraîner donc des lésions au niveau de l'ADN et de nombreuses substances sont capables de cancer, de causer des mutations au niveau de l'ADN. Ces mutations sont transmissibles à la descendance de la cellule. C'est-à-dire certaines de ces mutations peuvent être transmises à la descendance. Donc, bien sûr, s'il n'y a pas donc élimination ou correction de ces mutations. On va commencer par le premier, premier type de gène, les oncogènes. Donc, les oncogènes sont des gènes capables de conférer un phénotype cancéreux à une cellule eucaryote normale et provoquer un développement d'une tumeur dans l'organisme. Donc, comment donc ces gènes, les oncogènes, donc, vont entraîner donc l'apparition des cancers? Donc, l'oncogène agit par le biais de l'oncoprotéine, ça veut dire la protéine qui résulte de la transcription et de la
traduction de ces gènes. Par exemple, on va prendre un exemple de protéine, donc un virus qui est le VSRC, donc c'est un virus qui code pour une oncoprotéine de 60 kilodaltons. Une phosphoprotéine dont l'effet final est la stimulation de la production de l'AMP cyclique. On a également le C6, donc code pour l'hormone PDGF, le facteur de croissance des plaquettes. On a plusieurs types d'oncogènes. Donc l'essentiel, c'est que ces oncogènes vont entraîner la production d'une oncoprotéine. La conversion d'un proto-oncogène en oncogène capable donc d'induire la formation d'une tumeur peut se produire à l'intérieur de la cellule indépendamment de l'intervention des virus. Donc, il y a des virus qui vont transformer l'ADN normal, donc ils vont dégrader l'ADN, ils vont donc enlever donc, une partie de cet ADN après mutation, donc après conversion de l'ADN de la cellule, il va être donc une autre fois introduit au niveau de la cellule normale, ce qui va entraîner une mutation à l'intérieur de la cellule. L'un de ces mécanismes, c'est l'amplification des gènes. Ça veut dire un gène, il va être amplifié, plusieurs copies. La cellule va alors posséder plusieurs copies de gènes. Ceci s'observe dans les neuroblastomes. Donc, ce sont des tumeurs du système nerveux où on peut dénombrer jusqu'à 1000 copies de gène NMYC. Donc, c'est un gène, le NMYC. Donc, si ce gène, il s'amplifie, ça veut dire il va présenter plusieurs copies en 1000 copies et la cytogénétique est reconnue comme chromosome double minute, qui est appelé donc un chromosome double minute. La transformation maligne peut se produire suite à une translocation mettant l'oncogène en continuité avec un gène activateur. Donc, telle est donc la situation du CMYC dans le lymphome de Burkitt. Donc, ça c'est un exemple. Donc, je prends l'oncogène est un gène de structure altérée. Il produit alors une protéine anormale. Donc, une fois le proto-oncogène transformé en oncogène, ça va entraîner donc l'apparition d'une protéine anormale ou des quantités anormales d'une protéine de structure normale. Donc, une mutation du proto-oncogène en oncogène, ça va entraîner par la suite la production d'une protéine anormale dans la structure ou des quantités anormales d'une protéine qui est de structure normale. La protéine peut être normale, mais produite à un moment inapproprié du cycle cellulaire. C'est-à-dire, donc, au cours du cycle cellulaire, on va retrouver une quantité donc, augmentée ou diminuée de cette protéine au cours du cycle cellulaire. L'oncogène peut produire un ARN anormal de durée de vie prolongée ou normale, mais en quantité excessive. Un proto-oncogène transformé tumorogène agit comme un allèle dominant. Ça veut dire qu'une fois le proto-oncogène se transforme en oncogène, l'oncogène est considéré comme allèle dominant. Ça veut dire qu'un seul gène peut provoquer la maladie. Il suffit qu'un seul proto-oncogène soit muté dans la cellule pour que le phénotype de celle-ci devienne malin. C'est-à-dire un seul gène dominant, qui est donc l'oncogène, peut entraîner donc l'apparition d'une cellule maligne. Et cette cellule, bien sûr, elle va se diviser pour donner donc des cellules malignes qui présentent la même mutation. En plus de leur rôle dans la transformation maligne, les oncogènes sont responsables de potentiel d'envahissement des cellules ou des tissus voisins par formation de métastases. Donc, on a dit que les oncogènes également sont capables d'entraîner des métastases, ça veut dire des tumeurs malignes à distance
ou secondaires, ainsi que des résistances au traitement. En général, il faut plusieurs oncogènes pour que se produise la transformation maligne, c'est-à-dire l'intervention de plusieurs oncogènes pour l'apparition d'un cancer. Les gènes, donc deuxième type de gènes, ce sont les gènes suppresseurs de tumeurs. Les gènes suppresseurs de tumeurs sont des gènes normaux et dans la cellule, agissant dans la régulation